Bonjour à tous. Merci beaucoup Guillaume Pascal et Caroline Bernard pour cette invitation. Alors moi je m'appelle Ricardo, conférencier et expert, et aujourd'hui je vais vous présenter ma conférence qui s'appelle Abécédaire du cringe, vers une archéologie post-ironique du réel depuis une reconnaissance du concept de paradigme dans la fabrique du fer. Petit 1, introduction aux origines du cringe de A à C. A, angoisse. Les romantiques du XIXe siècle parlaient de mal de siècle pour caractériser les états d'âme sociétaux en France suite à la chute du Premier Empire en 1815. Les récits de ces mots prenaient vie sous la plume de nombre d'intellectuels et d'artistes, notamment via la figure du dandy qu'incarnait le poète Charles Baudelaire parmi d'autres. Ce récit, qui nous est parvenu par le biais de ces intellectuels et artistes, ont évincé le témoignage prolétaire de cette période politique. De nos jours, ce mal du siècle se retrouve traduit dans un sentiment général de malaise, similaire, existant au travers de préoccupations sociopolitiques évidemment différentes du XIXe siècle. Ce malaise est plus justement désigné sous l'expression de santé mentale, notamment dans la tranche des 18-25 ans, où il est estimé que 41% présentent des symptômes dépressifs. Cette intervention n'aura pas un rapport direct avec la santé mentale, plutôt elle tentera de comprendre en une dizaine de minutes ce qu'est le cringe à partir des questions suivantes. Quel est le rapport entre angoisse et cringe? Pourquoi sommes-nous de plus en plus cringés? Comment ces sensations se retrouvent-elles traduites? Comment y échapper? B. Bruxisme. To cringe en anglais signifie littéralement grincer des dents. Ce geste de crispation des muscles de la mâchoire est étudié dans les sciences de l'odontologie et renvoie à un grincement répété et inconscient des dents lors du sommeil. Le bruxisme est par ailleurs diagnostiqué chez les personnes souffrant de troubles anxieux. Bruxism is a habit of clenching or grinding your teeth. Many times this is done at night when you are asleep. It is apparent that you clench or grind your teeth because there are wear tracks on your teeth in areas where you would not normally chew. When you clench or grind your teeth, the forces involved with these activities are far greater than the forces used in chewing. If you have bone loss due to periodontitis, the forces from bruxism can exceed the force your remaining bone can support. Bruxism can damage your teeth due to wear, cracking, or breaking fillings. It can also damage the jaw joints up by your ear. Je souffre moi-même de bruxisme et peux nommer une pléthore de personnes dans mon entourage qui partagent cette même condition. Il convient alors de se demander, est-ce que le bruxisme est-il le symptôme du mal de siècle qui rend si singulière notre époque actuelle, à savoir le capitalisme? C'est cringe. Qu'est-ce donc le cringe? Si le titre de cette conférence porte le nom d'Abécédaire du cringe, c'est parce qu'il est raison d'aller creuser au-delà de l'état psychologique et pathologisant du malaise comme nous venons de l'énoncer. Le cringe entretient une relation intime avec le malaise, il est vrai. Cependant, le penchant agréable du cringe, c'est qu'il peut déclencher du rire. Ce dernier provoquant un relâchement des muscles, empêchant ainsi le grincement des dents. Le cringe étant un anglicisme, il trouve sa source, comme pour beaucoup d'autres, dans l'Internet. Cette sensation du cringe s'apparente surtout au mème qui constitue un véritable marché de l'image. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques petits exemples de mèmes. Le mème évacue le cringe par le rire, notamment en mettant en scène le déclencheur cringeant d'une situation en le détournant. Ainsi, on opère un retournement du cringe. On peut se dire « ce malaise ne m'appartient plus, je le renvoie à la personne qui me l'a provoqué ». 2. Les lieux du cringe, temporalité et spatialité, F, E et G. F, Frans Hals, les représentations du rire dans l'histoire de l'art. Le sourire dans la peinture est un sujet que l'on retrouve dans très peu de tableaux d'époque, là où le genre privilégié était la peinture d'histoire. Comme pour beaucoup de choses dans l'histoire de l'art, l'absence d'esquissement trouve sa raison dans un binarisme genré. Tandis que les tableaux d'histoire représentent des scènes romancées, mettant en avant la puissance masculine, le sujet féminin est évidemment évincé des représentations. Le sourire, le ricanement, ne serait-ce que timide, rendrait les femmes moins belles. Pourtant, il existe tout de même des œuvres donnant à voir le sourire, celles-ci signées en majorité par les peintres flamands à l'époque de l'âge d'or hollandais. Frans Hals est l'un de ces peintres qui a fait du portrait son genre de prédilection, à une période où il était considéré comme mineur. Ces portraits ont la particularité de toujours montrer ses personnages souriants, lui valant sa réputation posthume de peintre de l'instantané, là où la photographie vernaculaire n'hésite pas à montrer des portraits riants.
Le rire et le sourire sont somme toute la même chose. Un sourire dans une peinture du XVIe avait probablement plus d'impact politique qu'un rire photographié de nos jours. En effet, il était peint à l'intérieur de décors spécifiques, souvent dans des tavernes, c'est-à-dire à des moments où le corps enivré s'abandonne à son propre contrôle. Sans surprise, ces scènes de taverne représentaient la classe populaire, laquelle était véritablement perçue comme ignoble, c'est-à-dire ne faisant preuve d'aucune qualité noble et donc d'aucune maîtrise de ses passions. Les églises, lieu de ritualisation de la parole et du corps, le temps cérémonial. Heureusement, il y a très peu de lieux que j'ai pu fréquenter qui ont étouffé ce sentiment si sincère qu'est le rire. Le premier sont les églises. De toutes sortes, de toutes époques, gothiques, romaines, etc. Je ne peux pas rire à l'intérieur. C'est sûrement dû à mon éducation catholique. Et pourtant, il y a quelques années de cela, j'ai rompu ce jeûne de l'égosimment lorsque j'ai ri après la cérémonie de baptême de mon petit cousin. Non pas qu'une blague ait pu provoquer cette réaction. Plutôt, j'étais gênée, cringée de l'ambiance. Il ne s'agissait pas d'un cringe à la fois, mais plutôt à la ritualisation. En tant que non-initié à un cadre religieux, les règles tacites liées au silence sont facilement assimilées et assimilables car la présence du rituel est puissante. Il y a quelque chose dans la codification du silence, du bruit, de la voix, de la parole. Les seuls bruits autorisés étaient ceux qui émanaient de l'enfant ou alors quelques raclements de gorge bien timides. Nous ne parlons jamais lors de ces cérémonies, même lorsque nous répétons une prière lancée par le prêtre. Dans le livre Les sous-communs, planification fugitive et études noires, le théoricien queer Jacques Halberstam parle dans la préface du livre de la distinction qu'opèrent les auteurs sur ce qu'ils appellent le bruit et l'harmonie. Selon LE, la question du son et son caractère normatif est une forme de taxonomie mise en place pour éloigner les expressions singulières, intuitives du cadre de la musique. En ayant cette analyse en tête, je me rends compte a posteriori que c'est vraisemblablement ça qui m'avait cringé, le fait que l'espace ritualisé de la cérémonie soit en fait un espace de la normativité de la parole. G. La galerie d'art, le White Cube, les espaces institutionnels de l'art. Le deuxième sont les espaces d'exposition et d'autorité. On retrouve dans les grands espaces de galerie le même silence ainsi qu'une ritualisation de la parole et des corps qui sont similaires à celles présentes dans les églises. L'ensemble est hiérarchisé. Les seules fois où j'ai pu témoigner de moments où des rires s'échappaient et rebondissaient sur les parois blanches des galeries, c'était lorsque des groupes d'enfants ou de jeunes adolescents avaient été contraints de venir en sortie scolaire. Pourquoi le rire ne s'invite-t-il jamais au sein des espaces d'énonciation de la parole, de la culture, du savoir, comme les auditoriums par exemple ? Le rire rend illégitime le savoir, qui doit se transmettre dans un espace neutre, silencieux, où une seule personne délivre le savoir à son auditoire extrêmement attentif et dévoué. 3. Le devenir du cringe, stratégie pour voler l'université, H et N. H, hijacker le savoir par la norme. Nous avons argumenté jusqu'à maintenant que la transmission du savoir se réalisait dans un cadre normé lors d'un temps cérémonial. L'énonciation du savoir sous la norme de la conférence entraîne une hiérarchie des connaissances déjà supposée par l'organisation spatiale d'un auditorium. L'espace structurel de l'amphithéâtre n'est pas forcément conçu pour accueillir pour accueillir un savoir situé ou intuitif, même s'il existe de plus en plus de formes de résistance permettant l'exposé d'une pensée en mouvement pas encore construite. Le savoir pour lequel cet espace a été pensé va être normé, ritualisé, historicisé, performé, notamment par son vocabulaire rendu incompréhensible. Le vocabulaire employé ainsi que les murs et les sièges qui enferment cette parole est hors de portée. Rien n'est construit à échelle humaine, mais semble plutôt correspondre aux projections du savoir académique. Les sièges sur lesquels nous sommes assis actuellement sont figés. On ne peut pas deviner la matière qui a permis leur forme. L'anthropologue et professeur Tim Ingold préférait alors parler de matière active, c'est-à-dire voir la matière non pas comme quelque chose qui se meut, mais comme quelque chose en interaction avec la forme. En ce sens que l'interaction des deux permettait de créer des intuitions en acte, à savoir des façons de faire qui ne suivent pas la volonté d'un projet, mais privilégient plutôt les intuitions qui peuvent découler de ce faire. Alors, comment rendre l'espace de l'auditorium Alain Desvergne vivant ? Une telle volonté peut passer par exemple par l'humour, ennemi juré du sérieux académique. L'art du drag king peut être un moyen efficient en ce sens-là, car il permet justement d'user des codes de l'institution masculine pour la détourner depuis des savoirs situés, des expériences situées, en bref, situer la prise de parole. Lorsqu'il n'est plus drag king, le king est souvent catégorisé selon son appartenance socio-raciale. Gwyn, trans, butch, stud, camionneuse, pauvre, immigré.
Il devient prétexte à parler, prétexte à se costumer, prétexte à se situer. À ce sujet, j'ai trouvé le texte de Anne Cressel très éclairant, notamment les citations suivantes. La parole étant ce qui relie les corps aux mots, tenter de l'étouffer revient à faire taire le corps même qui les porte. La parole et le savoir n'ont pas sans cesse à être déterritorialisés. N, nulle part autre qu'ici. Cet abécédaire a pu nous permettre de dresser tout un champ lexical se rapportant de près et de loin à la notion de cringe. Le cringe non pas uniquement comme malaise, mais surtout comme déplacement. Pourquoi avons-nous l'impression de tenir en équilibre lorsque nous sommes confrontés aux instances de savoir? Je parle ici depuis un nous qui n'a pas volonté à être universel, mais plutôt véritablement tiers. Nous commence par la lettre N, laquelle est comptée à la 14e place de l'alphabet latin moderne, soit au milieu de 12 autres lettres. Nous est en fait ce pas de côté, il fait prendre conscience de ce déplacement. En sciences sociales, le phénomène de cette lettre N, du être là, sans être ici ou là-bas, prend tout son sens dans le concept de transclasse. Je suis là aujourd'hui alors que ma sociogénéalogie m'aurait prédit ailleurs. Maintenant que nous sommes là, quel savoir produisons-nous? Produire à partir de choses qui nous ont été interdites pour voler à notre tour, car il n'existe pas de meilleure stratégie contre le cringe que de le créer et de le détourner. Nous ne sommes plus les récepteurs passifs du cringe, mais les habiles ingénieurs qui leur renvoyons le malaise et le déplacement.